Lors de notre dîner d'anniversaire, le meilleur ami de mon mari a levé son verre et a dit « Je lève mon verre à une année de plus avec la remplaçante ». Toute la tablée du restaurant est devenue silencieuse, y compris mon mari, Damien, qui continuait de couper son entrecôte comme si de rien n'était. « Comment viens-tu de m'appeler ?» J'ai posé mon verre de vin sur la table et j'ai fixé le meilleur ami de Damien, Loïc, qui souriait comme s'il avait porté un toast normal au lieu de m'insulter devant 12 personnes. La temporaire, c'est comme ça qu'on t'appelle lors des soirées poker. Damien sait que tu n'es qu'une remplaçante jusqu'à ce que Noémie revienne du Japon. Il a dit cela avec autant de naturel que s'il parlait de la météo. Noémie était l'ex-fiancée de Damien, qui avait rompu avec lui il y a 4 ans pour accepter un poste à Tokyo. Nous étions mariés depuis 3 ans. Damien, de quoi parle-t-il ? Mon mari a finalement levé les yeux, mais il a regardé Loïc, pas moi. Tu n'aurais pas dû mentionner ça ici. Non pas que ce ne soit pas vrai, mais Loïc n'aurait pas dû en parler là, à notre dîner d'anniversaire que j'avais planifié pendant des semaines. Loïc a ri et a pris une autre gorgée du vin que j'avais spécialement commandé. Allons, Damien. Tout le monde sait que tu as encore sa photo dans ton bureau. Tu portes toujours la montre qu'elle t'a offerte. Tu consultes ses réseaux sociaux chaque matin avant même de dire bonjour à la temporaire. Il m'a désigné d'un geste comme si j'étais un meuble. Elle s'appelle Joséphine. Nous sommes mariés. J'ai brandi mon alliance, mais Loïc a agité la main avec dédain. Oui, mais ce n'est que de la paperasse. Damien t'a épousée uniquement parce que les parents de Noémie ont dit qu'elle ne reviendrait jamais. S'il restait célibataire et pathétique, il pensait qu'il devait tourner la page. Mais elle revient le mois prochain et nous savons tout ce qui va se passer ensuite. Ma sœur, qui était venue célébrer avec nous, a repoussé sa chaise. Que veux-tu dire par « elle va revenir » ? Loïc a sorti son téléphone et a montré une conversation de groupe. Noémie a envoyé des messages au groupe. Elle a été mutée au bureau de Lyon. Elle commence dans 3 semaines et Damien lui cherche déjà un appartement. Je me suis tournée vers mon mari, qui fusillait maintenant Loïc du regard. Tu aides ton ex à trouver un appartement ? Damien a haussé les épaules. Elle ne connaît plus la ville. Ça fait 4 ans, j'étais juste serviable. Loïc a ri plus fort. Serviable ? Tu as versé un acompte pour l'appartement à 2 rues de ton bureau. Celui avec les balcons communiquant avec l'unité voisine. Devinez qui a justement signé un bail pour cette unité la semaine dernière, a-t-il dit en désignant Damien. Mais je suis sûr que c'est juste une coïncidence, n'est-ce pas ? Ma belle-mère, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a finalement parlé. Damien ne quitterait jamais Joséphine pour cette femme, mais elle l'a dit à Loïc, pas à moi. Et sa voix semblait pleine d'espoir, pas d'assurance. Loïc a continué. Damien a mis de l'argent de côté sur un compte séparé, 40 000 €. Il appelle ça un fonds d'urgence. Mais nous savons tous que c'est pour le retour de Noémie. Elle a toujours dit qu'elle voulait une demande en mariage élégante la 2e fois avec une plus grosse bague, un flash mob, toutes ces bêtises. Il a montré un autre message sur son téléphone. Regardez, elle lui a même envoyé des options de bague le mois dernier. L'écran affichait une conversation entre Damien et Noémie sur les tailles de diamants et les montures. Mon mari a tenté d'attraper le téléphone, mais Loïc l'a écarté. Ne fais pas le timide maintenant. C'est toi qui m'as demandé de l'aide pour planifier la demande en mariage, même si je t'ai dit que faire ta demande alors que tu es encore marié pourrait être bizarre. Il s'est tourné vers moi avec une fausse sollicitude, sans vouloir t'offenser, la temporaire. Mais Noémie est son âme sœur. Tu n'es que la fille qui était là quand il était seul. Je me suis levée pour partir, mais Loïc n'avait pas terminé. Attends, elle devrait savoir toute la vérité. Damien n'a jamais annulé le lieu de leur mariage. Il paie 50 € par mois pour réserver la date pour son retour. Le 15 octobre. La même date à laquelle ils auraient dû se marier il y a 4 ans. Il a même gardé le même menu et les mêmes fleurs dans la commande. Damien a finalement parlé, mais pas pour me défendre. Loïc, tu es saoul, arrête de parler. Loïc a secoué la tête. Je suis parfaitement sobre. Assez sobre pour me souvenir que tu m'as fait promettre de t'aider à reconquérir Noémie à son retour.
Tu as dit que Joséphine était assez gentille, mais que ce n'était pas la bonne. Tu as dit que l'épouser, c'était comme acheter un premier appartement, assez bien pour le moment, mais que tu ferais une mise à niveau quand tu pourrais te permettre mieux. Ma sœur m'a attrapé le bras. Nous partons, mais j'avais besoin d'en entendre plus. Qu'a-t-il dit d'autre sur notre mariage? Loïc a semblé sincèrement confus. Tu veux des détails? D'accord. Il a dit, tu es trop calme. Noémie était excitante. Tu es trop petite. Noémie avait une taille de mannequin. Tu ne le mets pas au défi. Noémie le poussait à être meilleur. Tu es confortable. Noémie était la passion. Dois-je continuer? Damien s'est levé. Ça suffit, Loïc. Loïc s'est levé aussi, faisant face à Damien. Non, ce qui suffit, c'est que tu mènes cette pauvre femme en bateau depuis 3 ans. Je t'ai dit de rester célibataire et d'attendre Noémie, mais tu as dit que tu avais besoin de quelqu'un pour faire ta lessive et tes repas en attendant. C'est écœurant, même pour toi. Il s'est de nouveau tourné vers moi. J'ai attrapé mon sac à main et j'ai repoussé la table, les pieds de la chaise raclant bruyamment le sol du restaurant. Tout le monde à table s'est figé et m'a regardé comme si je venais d'annoncer que j'allais tout mettre sens dessus-dessous. Ma sœur s'est levée en même temps et a posé sa main sur mon bras, une prise ferme et stable. Damien m'a finalement regardé directement au lieu de Loïc ou de son entrecôte, et son visage avait une expression étrange et vide, comme s'il ne pouvait pas décider s'il était paniqué ou simplement irrité parce que Loïc avait ruiné son calendrier bien orchestré. Sa bouche s'est ouverte comme pour dire quelque chose, mais rien n'est sorti. Je me suis retournée pour me diriger vers la sortie et Loïc a réellement tendu le bras par-dessus la table pour saisir mon poignet. Ses doigts se sont enroulés autour de mon bras et je l'ai retiré si brusquement que j'ai failli renverser la bouteille de vin. Il avait ce regard de fausse préoccupation sur son visage maintenant, comme s'il ne venait pas de passer 10 minutes à détruire mon mariage devant tous ceux qui comptaient pour moi. Loïc a dit qu'il ne voulait pas me contrarier. Il pensait juste que je devrais savoir la vérité avant que Noémie ne revienne dans 3 semaines. Comme si cela arrangeait tout, comme si le timing était le problème ici et non le fait que tout mon mariage était un mensonge. J'ai dégagé mon bras de sa prise et j'ai dit que la seule chose honnête que quiconque avait faite en 3 ans était de me dire ce que tout le monde pensait vraiment de mon mariage. Ma voix est sortie plus forte que je ne l'avais prévu et les tables autour de nous sont devenues silencieuses. Le serveur, qui se dirigeait vers notre table avec les cartes des desserts, a fait demi-tour et est parti dans l'autre direction. Ma belle-mère a émis un petit son de stupeur, mais n'a rien dit pour me défendre ou pour dire à Loïc qu'il avait tort. Personne n'a rien dit. Damien est juste resté assis là, les mains sur la table, comme s'il attendait que toute cette scène se termine pour pouvoir retourner à son plat et à ses plans secrets. Ma sœur a pris son sac à main et le mien et m'a guidé vers la porte. Je pouvais sentir tout le monde nous regarder partir, les autres clients, le personnel, les 12 personnes à notre table d'anniversaire. Mes pieds me semblaient étranges et déconnectés de mon corps, mais j'ai continué à marcher. Quand nous sommes arrivés dehors, l'air froid m'a frappé le visage et j'ai réalisé que je retenais ma respiration. Ma sœur a demandé si j'étais capable de marcher jusqu'à la voiture. Et j'ai hoché la tête, même si je n'en étais pas sûre. Les lumières du parking étaient très vives et tout semblait surréaliste, comme si je regardais cela arriver à quelqu'un d'autre. Elle a déverrouillé la voiture et je suis montée sur le siège passager. Mes mains tremblaient tellement que je n'ai pas pu boucler ma ceinture de sécurité du premier coup. Ma sœur a commencé à conduire sans me demander où je voulais aller. Elle s'est simplement dirigée vers l'appartement que je partageais avec Damien, comme si c'était l'étape suivante évidente. J'ai regardé par la fenêtre les lampadaires défiler et j'ai essayé de comprendre ce qui venait de se passer. 3 ans. J'avais été mariée à Damien pendant 3 ans et pendant tout ce temps, j'étais la temporaire. Pendant tout ce temps, ses amis en riaient lors des soirées poker. Pendant tout ce temps, il planifiait le retour de Noémie comme si je ne faisais que lui tenir le lit au chaud jusqu'à l'arrivée de la vraie. Ma sœur a gardé une main sur mon épaule pendant le trajet et n'a pas essayé de me faire parler. Le trajet de 20 minutes a semblé durer des heures et en même temps s'être terminé en quelques secondes. Quand nous sommes entrés dans le parking souterrain, je suis sortie avant même qu'elle n'éteigne le moteur. J'ai marché directement vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte avec mes mains qui tremblaient encore.
L'appartement était exactement le même que lorsque je l'avais quitté 3 heures plus tôt pour notre dîner d'anniversaire. Le dîner que j'avais planifié pendant des semaines, le dîner où j'avais fait des réservations dans le restaurant préféré de Damien. J'avais commandé son vin préféré et invité toutes les personnes qu'il voulait là. J'ai traversé le salon et j'ai descendu le couloir jusqu'au bureau de Damien. J'y entrais rarement parce qu'il disait toujours qu'il avait besoin d'intimité pour ses appels professionnels. Maintenant, je me demandais ce qu'il y faisait vraiment, porte fermée. Ma sœur m'a suivi dans le bureau et a regardé pendant que je commençais à ouvrir les tiroirs. Le premier tiroir contenait des stylos, des post-it et des trombones, des fournitures de bureau normales. Le deuxième tiroir contenait des dossiers étiquetés avec des noms de projets professionnels. Je les ai sortis et les ai feuilletés, mais ce n'étaient que des documents de travail ennuyeux sur des rapports trimestriels et des réunions budgétaires. Le troisième tiroir était verrouillé. J'ai tiré fort, mais il n'a pas cédé. Ma sœur a demandé si j'avais une clé et j'ai secoué la tête. Elle a regardé autour du bureau et a trouvé un coupe-papier sur la table. Je le lui ai pris et l'ai glissé dans la fente entre le tiroir et le cadre du bureau. La serrure bon marché a cédé après quelques secondes de forcing. À l'intérieur du tiroir du bas se trouvait un seul dossier étiqueté « Projet futur ». De l'écriture soignée de Damien, mon estomac s'est noué avant même que je l'ouvre. J'ai sorti le dossier et l'ai posé sur la table. La première page était un courriel imprimé de Noémie datant de 18 mois. 18 mois. Elle planifiait son retour depuis plus d'1 an et Damien l'aidait depuis le début. Le courriel portait sur des recherches d'emploi et les entreprises de Lyon qui embauchaient dans son domaine. Damien a répondu avec une liste de recommandations et a offert de glisser un mot en sa faveur à plusieurs endroits. Le ton était décontracté et amical, mais il y avait aussi autre chose. Il y avait une familiarité qui me serrait la poitrine. J'ai tourné la page suivante et j'ai trouvé un autre courriel où Noémie demandait à Damien de regarder des annonces d'appartements pour elle. Il a répondu avec des liens vers des endroits près de son bureau et a fait des annotations sur les bons quartiers. J'ai continué à lire et les courriels empiraient. Il ne planifiait pas seulement son déménagement, il planifiait leur avenir ensemble. Noémie l'appelait « mon amour » dans la moitié des messages. Damien répondait avec des blagues privées que je ne comprenais pas. Des références à des choses qu'ils avaient faites ensemble avant son départ. Il y avait des courriels sur les restaurants qu'il voulait essayer à son retour. Des plans pour visiter le lac où il s'était fiancé la première fois. Des discussions pour savoir s'il devait faire un grand mariage ou quelque chose de petit et intime. Ma sœur lisait par-dessus mon épaule et je pouvais entendre sa respiration s'accélérer. Elle n'arrêtait pas de faire de petits bruits de stupeur à voix basse. Les courriels étaient si désinvoltes, chaleureux et affectueux. Les lire, c'était comme regarder Damien avoir une relation complète qui n'avait rien à voir avec moi. Dans un message, Noémie écrivait qu'il lui manquait et qu'elle comptait les jours jusqu'à son retour. Damien a répondu qu'il l'attendait et que tout serait parfait à son retour. Aucune mention de l'épouse, aucune mention de la femme avec qui il vivait et dormait depuis 3 ans. Je n'étais qu'un obstacle qu'il devait contourner jusqu'au retour de Noémie. Ma sœur a tendu la main et a sorti une autre page du milieu du dossier. Elle l'a tenue en l'air et a dit « Oh mon Dieu, si fort que ça m'a fait sursauter ». Le courriel avait des photos en pièces jointes, 4 bagues de fiançailles différentes, d'énormes diamants sur différentes montures. L'objet disait « La deuxième fois doit être parfaite ». Noémie avait envoyé à Damien des photos de bagues qu'elle aimait et lui avait demandé laquelle, selon lui, serait la plus belle à sa main. Damien a répondu avec des réflexions détaillées sur chaque bague et a promis que la demande en mariage serait tout ce dont elle avait rêvé. Il a même inclus une ventilation du budget, montrant qu'il avait économisé suffisamment pour payer l'option la plus chère. 40 000 €. Le fonds d'urgence qui n'était pas du tout pour les urgences. Je me suis assise lourdement sur la chaise de bureau de Damien parce que mes jambes ne me soutenaient plus. Ma sœur a continué à feuilleter le dossier et a trouvé plus de preuves. Des reçus pour les cautions de l'appartement que Loïc avait mentionné, des relevés bancaires montrant des virements mensuels sur le compte secret, un bail imprimé pour 2 unités dans le même immeuble avec des balcons communicants. La signature de Damien était sur les 2 contrats. Un courriel de confirmation du lieu du mariage le remerciant pour les paiements mensuels continus et confirmant que la date du 15 octobre était toujours réservée.
Le coordinateur du lieu a écrit qu'ils étaient ravis de voir enfin le mariage se concrétiser après 4 ans d'attente. 4 ans. Il les payait depuis tout le temps que nous étions ensemble. Ma sœur et moi sommes restés dans ce bureau à tout lire pendant ce qui a semblé des heures, mais n'était probablement que 30 minutes. Chaque document confirmait ce que Loïc avait dit. Chaque courriel rendait tout pire. Ce n'était pas juste Damien étant amical avec une ex. C'était Damien entretenant une relation complète tout en prétendant être marié avec moi. C'était Damien traitant notre mariage comme un travail temporaire qu'il devait faire jusqu'à ce que sa vraie vie puisse commencer. Nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir et nous avons toutes les deux sursauté. La voix de Damien a appelé, demandant si j'étais à la maison. Ma sœur m'a regardé et a murmuré, demandant si je voulais partir, mais j'ai secoué la tête. J'avais besoin de l'entendre essayer d'expliquer ça. J'avais besoin de voir son visage pendant qu'il me racontait n'importe quel mensonge qu'il avait préparé sur le chemin du restaurant à la maison. Les pas de Damien ont résonné dans le couloir et se sont arrêtés à la porte du bureau. Il m'a regardée assise dans son fauteuil, puis ma sœur debout à côté du bureau, puis le dossier ouvert avec des papiers éparpillés partout. Son visage est resté complètement inexpressif, ni surpris, ni coupable, ni en colère, juste vide, comme un ordinateur qui avait planté et essayait de redémarrer pour savoir quelle expression afficher. J'ai demandé si quelque chose de ce que Loïc avait dit ce soir était un mensonge. Ma voix semblait étrange et plate, comme si je posais une question sur la météo au lieu de demander si mon mariage était réel. Damien est resté à la porte pendant un long moment sans bouger. Puis il est entré dans le bureau et s'est assis lourdement sur la chaise en face de son bureau. La chaise où les clients ou les collègues s'asseyaient probablement pendant les réunions. Il a regardé le dossier et tous les papiers et m'a finalement regardé. Il a dit que oui, il aidait Noémie à planifier son retour. Oui, il a loué un appartement près du bureau pour elle, mais il a juré qu'il allait me le dire avant son arrivée. Vraiment ? Il l'a dit comme si cela rendait tout acceptable, comme si le problème était que je l'avais découvert trop tôt. Au lieu du fait qu'il prévoyait de me quitter depuis tout ce temps. Ma sœur a demandé quand exactement il prévoyait de me le dire. Sa voix était tranchante et en colère d'une manière que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Damien a dit qu'il attendait le bon moment. Il a gardé les yeux sur le bureau au lieu de nous regarder. J'ai commencé à rire et je ne pouvais pas m'arrêter. Le son est sorti aigu et brisé, pas du tout comme mon rire normal. Ma sœur a posé la main sur mon épaule, mais j'ai continué à rire. Apparemment, notre dîner d'anniversaire de 3 ans n'était pas le bon moment. Apparemment, la prendre par son meilleur ami saoul devant 12 personnes était acceptable, mais que Damien me le dise personnellement, cela nécessitait d'attendre le moment parfait. J'ai ri jusqu'à ce que les larmes coulent sur mon visage et ma sœur a serré mon épaule plus fort. Et Damien est juste resté assis là, à regarder son bureau, comme si peut-être, s'il le fixait assez longtemps, toute cette conversation disparaîtrait. J'ai arrêté de rire et j'ai essuyé mon visage avec le dos de ma main. Damien était assis en face de moi dans sa chaise de bureau, semblant plus petit que d'habitude. Il a ouvert la bouche et l'a refermée 2 fois avant que les mots ne sortent. Il a dit qu'il n'avait jamais voulu me blesser et que j'avais été une bonne épouse. Les mots sonnaient faux. Être qualifiée de bonne épouse alors qu'il passait 3 ans à planifier mon remplacement me semblait pire que d'être appelée la temporaire. C'était comme recevoir un trophée de participation pour un jeu auquel je ne savais pas que je jouais. Ma sœur a fait un bruit dans sa gorge qui n'était pas tout à fait un rire. Damien a continué à parler de combien il appréciait tout ce que je faisais pour lui et que je ne devais rien prendre personnellement. J'ai demandé comment exactement je devais prendre la découverte que mon mari traitait notre mariage comme un bail à durée déterminée. Il n'a pas eu de réponse à cela. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant notre petit balcon où nous avions mis des plantes qui, je le savais maintenant, ne signifiaient rien pour lui. Je me suis retournée pour lui faire face. J'ai posé une question sur les 40 000 €. Le visage de Damien a changé et il a semblé sincèrement surpris que Loïc m'ait parlé de l'argent. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti au début. Puis il a admis que c'était vrai. Il a dit qu'il gardait l'argent séparé. Juste au cas où. Juste au cas où quoi ? Ai-je demandé. Il s'est agité sur sa chaise et a dit, juste au cas où les choses changeraient.
J'ai demandé à propos des paiements pour le lieu de mariage. Il a hoché lentement la tête et a dit oui. Il a continué à payer. Il a regardé le bureau au lieu de me regarder. J'ai demandé pourquoi et il a dit qu'il ne savait pas comment annuler. C'était son excuse. Il ne savait pas comment annuler un lieu de mariage pour un mariage qui n'a jamais eu lieu parce que sa fiancée l'a quitté il y a 4 ans. Ma sœur s'est levée de là où elle était assise et a dit à Damien qu'il devait partir. Il l'a regardée comme si elle avait parlé une langue différente. Elle a répété plus lentement. Elle a dit qu'il devait quitter son propre appartement ce soir parce que s'il restait, elle dirait des choses qui ne pourraient pas être retirées. Damien a vraiment protesté. Il a dit que c'était son appartement. Il a aussi dit qu'il payait le loyer. Il a dit qu'il avait tout à fait le droit d'être là. Ma sœur m'a regardé et j'ai dû avoir l'air sur le point de m'effondrer parce que Damien s'est arrêté de parler. Il a regardé mon visage pendant un long moment. Puis il s'est levé et a quitté le bureau sans dire un mot de plus. Je l'ai entendu se déplacer dans la chambre, des tiroirs qui s'ouvrent et se ferment, la porte du placard qui glisse sur son rail. Ma sœur a posé sa main sur mon épaule et a demandé si ça allait. J'ai dit que je ne savais pas. Nous sommes restés là à écouter Damien faire ses valises. Il est redescendu à minuit, portant une valise. Il s'est arrêté à la porte du bureau et m'a regardé. Il a dit que nous pourrions en parler rationnellement demain, quand tout le monde serait plus calme. Il a dit ça comme si j'étais irrationnelle, comme si je surréagissais en découvrant que mon mari comptait les jours jusqu'à ce qu'il puisse me remplacer. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé debout là avec sa valise. J'espère qu'il attendait une réponse et quand je n'ai pas répondu, il s'est retourné et s'est dirigé vers la porte d'entrée. J'ai entendu la porte s'ouvrir et se fermer, puis sa voiture démarrer dans le parking. Puis, le silence. Ma sœur a demandé si je voulais qu'elle reste et j'ai hoché la tête. Nous sommes retournés dans le bureau de Damien et avons commencé à tout passer en revue. Nous avons sorti chaque dossier et ouvert chaque tiroir. Ma sœur a pris des photos de documents avec son téléphone. J'ai lu des courriels qui me donnaient la nausée. Nous avons trouvé le bail des 2 appartements dans un dossier marqué « personnel ». Les appartements étaient à 2 rues du bureau de Damien avec des balcons communicants. Le bail commençait le mois prochain. Nous avons trouvé les relevés bancaires du compte séparé, 40 000 € exactement, des dépôts chaque mois pendant 3 ans. Nous avons trouvé un document intitulé « Plan de transition » qui décrivait comment Damien gérerait le divorce avec moi. Il y avait des calendriers et des points à aborder. Il traitait la fin de notre mariage comme un projet d'entreprise. Il y avait une section sur la manière de minimiser ma part des biens communs, une autre section sur le moment idéal pour déposer la demande. Ma sœur a lu par-dessus mon épaule et a dit des mots que je ne l'avais jamais entendu dire auparavant. Nous avons continué à creuser. Nous avons trouvé des courriels entre Damien et Noémie datant d'il y a 2 ans, pas 4 ans, 2 ans, ce qui signifiait qu'il lui parlait pendant la majeure partie de notre mariage. Les courriels étaient remplis de blagues privées et de souvenirs d'avant que j'existe dans sa vie. Elle envoyait des photos de Tokyo. Il envoyait des photos d'endroits à Lyon qu'elle aimait autrefois. Il parlait des restaurants où ils iraient à son retour, des concerts qu'il verrait, des voyages qu'il ferait, comme si je n'étais même pas un facteur, comme si j'étais déjà parti. Nous avons trouvé le contrat avec le lieu du mariage. Damien payait 50 € par mois pour réserver la date du 15 octobre, le même menu qu'ils avaient prévu il y a 4 ans, les mêmes fleurs, tout était pareil. Il avait gardé tout le mariage figé dans le temps, attendant qu'elle revienne. Ma sœur et moi avons travaillé jusqu'à 3 heures du matin. Nous avons fait des copies de tout, les avons organisées dans des dossiers, elle les a étiquetés de son écriture soignée, preuves, financiers, communication, calendrier. Quand nous avons terminé, le soleil commençait à se lever. Je me sentais vide, comme si quelqu'un avait vidé mon intérieur et n'avait laissé que l'enveloppe. Ma sœur a fait du café et nous nous sommes assises à la table de la cuisine sans parler. L'appartement semblait différent maintenant. Il ne me semblait plus être le mien. Peut-être qu'il ne l'avait jamais été. Le lendemain matin, j'ai appelé ma patronne. Ma voix se brisait pendant que j'expliquais que j'avais besoin d'une semaine de congé pour raisons personnelles. J'ai dit qu'il y avait eu une urgence familiale. Elle a demandé si tout allait bien et j'ai dit que ça irait. Cela semblait un mensonge,
mais je l'ai dit quand même. Elle m'a dit de prendre le temps dont j'avais besoin et de ne pas m'inquiéter pour le travail. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Salomé du travail. Elle a dit que ma patronne avait mentionné que j'avais l'air contrariée. J'ai essayé d'expliquer et j'ai fini par pleurer si fort que je ne pouvais plus parler. Salomé a attendu en ligne jusqu'à ce que je puisse à nouveau respirer. Puis je lui ai tout raconté. Le dîner d'anniversaire, Loïc, la temporaire, les appartements, l'argent, le lieu du mariage, les courriels, tout. Elle a écouté sans interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit que je pouvais rester chez elle aussi longtemps que nécessaire. Elle a dit qu'elle et Dorian avaient une chambre d'amis et que je devrais faire une valise et venir. Aujourd'hui. J'ai commencé à faire mes valises juste après avoir raccroché. Ma sœur m'a aidé à trier le placard, à déterminer ce qui était à moi par rapport à ce que Damien m'avait acheté. Elle a fait des listes. Elle a pris des photos de tout dans l'appartement, a traité le tout comme une opération militaire, ce qui m'a aidé à me concentrer sur les tâches plutôt que sur les sentiments. J'ai sorti les vêtements des cintres et les ai pliés dans des cartons. J'ai emballé des chaussures, des bijoux et des livres. J'ai décroché les photos du mur que mes parents m'avaient donné. J'ai laissé les photos de mariage. Damien a appelé 6 fois ce matin-là. J'ai regardé mon téléphone s'allumer avec son nom et je n'ai pas répondu. Il a finalement envoyé un texto. Il disait que nous devions en discuter comme des adultes. Il disait qu'il pensait que je surréagissais. J'ai pris une capture d'écran et l'ai envoyée à ma sœur. Elle a répondu avec des émojis de visage en colère. Puis elle a renvoyé un texto demandant si Damien pensait vraiment que découvrir son plan de divorce secret était une surréaction. Je n'avais pas de réponse. À midi, Salomé et Dorian sont arrivés avec leur SUV. Dorian a regardé mon visage et m'a serré dans ses bras sans rien dire. Puis il a commencé à charger les cartons. Lui et ma sœur ont travaillé ensemble pour descendre les affaires. Salomé est restée avec moi dans la chambre pour m'aider à emballer le reste de mes affaires. Elle a demandé si j'étais sûre de vouloir partir et j'ai dit que je n'avais jamais été aussi sûre de rien. Avoir des gens qui aidaient simplement sans avoir besoin d'explications m'a fait pleurer à nouveau. Salomé m'a tendu des mouchoirs et a continué à plier des vêtements. Dorian a fait 3 allers-retours jusqu'à la voiture. Ma sœur a étiqueté chaque carton. Nous avons travaillé en équipe et vers 13h, tout ce que je possédais était chargé dans leur SUV. Nous finissions presque de charger le dernier carton quand la voiture de Damien est arrivée dans le parking. Le moteur s'est arrêté et je me suis figée, la main sur la portière du SUV. Ma sœur s'est arrêtée en plein milieu d'un pas, portant un sac avec mes chaussures. Dorian a continué de marcher vers la voiture comme si de rien n'était, mais je pouvais voir ses épaules se tendre. Damien est sorti et a regardé le véhicule chargé et toutes mes affaires emballées à l'intérieur. Son visage est passé par environ 5 expressions différentes avant de se figer sur le choc. Il a marché vers moi, les clés toujours à la main. « Où vas-tu » Je ferme la portière du SUV et me retourne pour lui faire face. Quelque part où je ne suis pas considérée comme la temporaire. Sa bouche s'est ouverte, mais rien ne sort pendant 1 seconde. Il regarde les cartons et les sacs, puis de nouveau vers moi. Tu ne peux pas simplement partir. Nous devons en parler. Dorian revient chercher le dernier carton qui était sur le palier. C'est celui avec mes livres et mes albums photos. Damien se met en travers de son chemin pour l'empêcher de le prendre. Nous devons en parler avant qu'elle ne prenne de décision hâtive. Dorian pose le carton qu'il portait par terre et regarde Damien. Sa voix reste parfaitement calme. Mais il y a quelque chose en dessous qui me fait dresser les poils sur les bras. Écarte-toi. Damien ne bouge pas au début. Il est plus grand que Dorian. Mais Dorian a ce regard qui dit qu'il en a assez d'être poli. J'ai dit, écarte-toi. Damien bouge. Il recule vraiment et laisse Dorian prendre le carton. Je regarde mon mari reculer devant un autre homme dans notre propre parking et je ne ressens absolument rien. Dorian charge le dernier carton et ferme le coffre du SUV. Ma sœur s'installe au volant et démarre le moteur. Je suis sur le point de monter quand je réalise que je dois lui demander quelque chose. Je me tourne vers Damien, qui se tient là, l'air perdu. M'as-tu jamais vraiment aimé, ou étais-je simplement pratique ?
Il ouvre la bouche immédiatement comme pour dire « Bien sûr que je t'ai aimé ». Mais ensuite il s'arrête, me regarde et je peux le voir essayer de trouver la réponse qui arrangera les choses. Les secondes s'étirent. 5 secondes, 10 secondes, 15. Ma sœur se penche par la fenêtre. Joséphine, nous devons y aller. Damien parle enfin, mais je suis déjà en train de monter dans le SUV. Ma sœur sort du parking avant que je puisse entendre l'excuse qu'il s'apprêtait à donner. Je ne regarde pas l'immeuble en arrière. Je ne regarde pas Damien debout sur le parking. Je regarde juste la rue devant nous et j'essaie de me souvenir comment respirer. Le loft de Salomé dans le quartier de la Confluence occupe tout le dernier étage d'un ancien entrepôt reconverti. La chambre d'Amy est plus grande que la chambre que je partageais avec Damien. Elle a d'immenses fenêtres donnant sur la ville, des murs en briques apparentes et des parquets qui brillent à la lumière de l'après-midi. Salomé et Dorian montent mes cartons pendant que je reste debout au milieu de la pièce, essayant de réaliser que c'est là que je vis maintenant. Ils rangent mes affaires sans me demander où les mettre. Salomé suspend mes vêtements dans le placard. Dorian met mes livres sur les étagères encastrées. Ma sœur fait le lit avec des draps que Salomé a sortis d'un placard à linge plus grand que mon ancienne salle de bain. Quand tout est déballé, il me laisse seule. La porte se ferme et je me tiens dans cette belle pièce qui ne me semble pas être la mienne. Je m'allonge sur le lit et je regarde le plafond. La peinture a un motif texturé qui ressemble à des vagues. Je suis les lignes avec mes yeux et j'essaie de savoir qui je suis sans Damien. J'étais la Joséphine qui travaillait dans le marketing et aimait le café avec trop de crème. Puis je suis devenue la Joséphine qui était mariée à Damien. Maintenant, je suis la Joséphine qui a été remplacée par une ex-fiancée, sauf que Damien ne m'a pas encore vraiment quittée parce que l'ex-fiancée n'est pas encore arrivée. Je suis la Joséphine qui a découvert lors de son dîner d'anniversaire que son mari l'appelait la temporaire. Je ferme les yeux, mais je peux encore voir le visage de Loïc quand il a dit ça. Ce sourire désinvolte comme s'il commentait la météo. Je peux voir Damien couper son entrecôte et ne pas me regarder. Je peux voir la bague à mon doigt qui semblait soudain ne plus rien peser. Ce soir-là, Salomé frappe à la porte et apporte une assiette de nourriture. Des pâtes avec des légumes et du poulet. L'odeur est bonne, mais mon estomac semble avoir été remplacé par du béton. Elle s'assoit sur le bord du lit pendant que je pique un morceau de poulet. Mon premier mariage s'est mal terminé aussi. Je la regarde. Je ne savais pas que Salomé avait été mariée avant Dorian. Elle a toujours semblé si équilibrée et heureuse. Il a eu une aventure avec ma sœur. Je l'ai découvert en rentrant plus tôt d'un voyage d'affaires. Je pose ma fourchette sur la table. C'est horrible. Elle hausse les épaules. C'était il y a 10 ans. Ça semble être une autre vie maintenant. Elle me regarde pousser les pâtes dans l'assiette. La personne que tu es maintenant, complètement brisée, n'est pas la personne que tu seras dans 6 mois. Je te le promets. Je veux la croire, mais je ne peux pas imaginer me sentir à nouveau normale. Je ne peux pas imaginer me réveiller et ne pas me souvenir immédiatement que mon mari prévoyait de me quitter avant même que nous soyons mariés. Comment as-tu fait, Salomé ? Elle réfléchit un instant. Je me suis laissé m'effondrer pendant un certain temps. Puis j'ai commencé à me reconstruire, morceau par morceau. Certains jours, je ne pouvais gérer qu'un seul morceau. Certains jours, je ne pouvais en gérer aucun, mais finalement, j'avais assez de morceaux assemblés pour pouvoir fonctionner. Elle se lève et prend mon assiette. Même si j'ai à peine mangé. Tu n'as pas besoin d'aller bien maintenant, tu as juste besoin de survivre aujourd'hui. Demain, tu pourras survivre à demain. Le lendemain matin, j'appelle Maître Marceau de Lattre. Ma sœur l'a trouvé par l'intermédiaire d'une connaissance de ses études de droit. Son assistante répond et j'explique que j'ai besoin d'un avocat spécialisé en divorce. Elle demande si je peux venir aujourd'hui et je ris presque parce que oui, je peux certainement venir aujourd'hui, puisque j'ai pris toute la semaine de congé, mais elle dit que le créneau le plus proche est dans 3 jours. Mercredi à 14h, je note. Même si je sais que je m'en souviendrai, 3 jours semblent une éternité, mais ce n'est aussi presque pas assez de temps pour me préparer à mettre officiellement fin à mon mariage. Je passe ces 3 jours à vérifier mes comptes bancaires sur mon ordinateur portable.
Damien et moi avons un compte courant commun et un compte d'épargne commun. Je regarde les soldes et je réalise à quel point j'ai dépendu de son salaire. Nous mettons tous les deux nos salaires sur le compte commun, mais le sien est presque le double du mien. Le compte d'épargne à 42 000 euros. J'ai peut-être contribué à hauteur de 12 000 euros sur 3 ans. Le reste, c'est l'argent de Damien, de l'argent qu'il a gagné en prévoyant de me quitter. J'ouvre mes propres comptes et je vois mon plan d'épargne retraite et le petit compte d'épargne que j'avais avant notre mariage. J'ai peut-être 8 000 euros qui sont entièrement à moi. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas assez pour recommencer à zéro. J'ai la nausée en regardant les chiffres. Je n'ai jamais pensé à ce que signifiait gagner moins d'argent que Damien. Je n'ai jamais pensé à ce qui se passerait si nous nous séparions et que je devais subvenir à mes besoins seul avec mon salaire. J'ai été stupide. Je lui ai fait entièrement confiance et c'était stupide. Ma sœur vient mardi matin. Nous nous rendons à une banque du centre-ville qui n'est pas celle que Damien et moi utilisions. La femme qui nous aide à ouvrir mon nouveau compte a peut-être la soixantaine, avec des lunettes de lecture sur une chaîne. Elle ne demande pas pourquoi j'ouvre un compte individuel alors que j'ai déjà des comptes communs. Elle traite simplement les documents et configure mon nouveau compte courant et mon nouveau compte d'épargne. Ma sœur m'aide à calculer la part de nos économies communes qui est vraiment la mienne. Nous déterminons mes contributions par rapport à celles de Damien. Cela donne environ 14 000 euros en tenant compte de 3 ans de dépôt. Je transfère 14 000 euros de notre compte d'épargne commun vers mon nouveau compte. La transaction prend moins de 5 minutes. 14 000 euros passent d'un compte à l'autre en quelques clics sur l'ordinateur de la conseillère. Damien m'appelle 2 heures plus tard. Je vois son nom s'afficher sur l'écran de mon téléphone. Il sonne 4 fois avant de passer à la messagerie vocale. Il rappelle immédiatement. Cette fois, je réponds. Tu m'as volé. Je ne dis rien. Tu as pris de l'argent de notre compte d'épargne. C'est du vol. Joséphine. Je regarde ma sœur qui est assise en face de moi à la table de la cuisine de Salomé. Elle hoche la tête. J'ai pris ma part des économies. J'ai contribué à hauteur de 14 000 euros sur 3 ans. C'est ce que j'ai transféré. La voix de Damien devient plus forte. Cet argent était pour notre avenir. Tu ne peux pas simplement le prendre parce que tu es en colère contre moi. Je raccroche. Il rappelle 3 fois de plus. Je regarde son numéro. Ma sœur me tape dans la main en signe de célébration par-dessus la table. Ça fait du bien de le bloquer. J'ai l'impression de reprendre un petit morceau de contrôle. Mercredi après-midi, je rencontre Maître Marceau Delattre dans son cabinet d'un immeuble du centre-ville. Il est plus jeune que je ne l'imaginais, peut-être la quarantaine, avec des cheveux sombres qui grisonnent sur les tempes. Son bureau a des fenêtres du sol au plafond et des meubles modernes qui semblent chers. Je m'assois sur une chaise en cuir en face de son bureau et je sors le dossier de documents que j'ai apporté. Des courriels entre Damien et Noémie. Les baux des 2 appartements, les relevés bancaires montrant le compte secret, le calendrier que Damien a fait pour son plan de transition. Maître Delattre examine tout lentement. Il prend des notes sur un bloc-notes. Il pose des questions sur le moment où j'ai découvert chaque information. Des questions sur nos biens et nos dettes. Il demande si nous avons des enfants. Pas d'enfants, pas de maison en propriété. Nous sommes locataires. 2 voitures, toutes 2 payées. Au bout d'1 heure, il pose son stylo et me regarde. C'est en fait un cas assez simple. Pas d'enfants, pas de biens immobiliers. Des preuves claires de l'intention de mettre fin au mariage. Il tapote le dossier. En France, nous n'avons pas besoin de prouver une faute pour obtenir le divorce, mais ces preuves aideront certainement dans la négociation de la répartition des biens. Cela constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage. Je sens quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Simple. C'est bien. Cela signifie que ça peut se terminer assez rapidement. Maître Delattre explique le processus. Déposer la requête, la signification des documents à Damien par huissier, les délais d'attente, la négociation ou la médiation. Éventuellement le tribunal si nous ne parvenons pas à nous mettre d'accord sur la répartition des biens. Il dit que la plupart des cas sont réglés avant d'aller au procès.
Il dit que sur la base de ce que je lui ai montré, j'ai une position forte pour négocier un accord équitable. Maître Delattre se penche en arrière dans son fauteuil et demande si je veux poursuivre pour des dommages et intérêts pour préjudice moral. Il mentionne le dîner d'anniversaire et comment Loïc a tout révélé devant plusieurs témoins. Nous pourrions demander une compensation supplémentaire basée sur l'humiliation publique et la détresse émotionnelle intentionnellement infligée. Le fait qu'il vous ait publiquement humilié devant votre famille et vos amis, qu'il vous ait mené en bateau pendant tout le mariage. Ça compte. J'y réfléchis. Je pense à me tenir au tribunal et à décrire comment Loïc m'a appelé la temporaire. Je pense à l'avocat de Damien qui argumenterait que je surréagis ou que je suis vindicative. Je pense à des mois de déposition et d'audience et à devoir revivre la pire nuit de ma vie encore et encore. Je veux juste en finir. C'est tout à fait valable. Une rupture nette est souvent meilleure pour votre santé mentale qu'une longue bataille juridique. Il prend une autre note. Nous allons nous concentrer sur une répartition équitable des biens et faire cela de la manière la plus efficace possible. J'ai signé la convention d'honoraires. Maître Delattre dit qu'il déposera la requête cette semaine. Il dit que Damien sera probablement notifié des documents d'ici lundi prochain. Il dit de m'attendre à ce que Damien me contacte et de ne pas interagir directement avec lui. Tout doit passer par les avocats. Maintenant, je quitte son cabinet en me sentant plus légère et plus lourde à la fois. Plus légère parce que j'ai un plan, plus lourde parce que signer ces papiers a rendu tout réel. Je divorce vraiment. Mon mariage se termine vraiment. Je retourne à ma voiture et je reste assise sur le siège du conducteur pendant 10 minutes avant de pouvoir tourner la clé. Je me rends au cabinet de Dr Kalina Schaeffer le jeudi matin. Je reste assise sur le parking pendant 15 minutes à essayer de me convaincre d'entrer. Le bâtiment est une maison reconvertie avec une petite plaque indiquant « psychologue ». Et je continue de penser que je n'aurais jamais imaginé avoir besoin d'un thérapeute pour m'aider à survivre à la fin de mon mariage. Finalement, je monte les marches et une secrétaire m'enregistre. Puis elle me conduit dans une petite pièce avec un éclairage doux et des fauteuils confortables. Kalina entre une minute plus tard. Elle est plus jeune que ce à quoi je m'attendais, avec des yeux gentils et une voix calme qui me donne envie de pleurer. Elle me demande de raconter ce qui m'amène ici et je commence à expliquer le dîner d'anniversaire. Loïc m'appelant la temporaire et la découverte de toutes les preuves dans le bureau de Damien. À mi-chemin, je pleure tellement que je peux à peine parler et Kalina me tend simplement des mouchoirs et attend patiemment que j'essaie de me ressaisir. Elle me dit que tout ce que je ressens est tout à fait valable et normal et que découvrir que votre conjoint prévoyait de vous quitter depuis des années est traumatisant. L'entendre dire le mot « traumatisant » me fait pleurer encore plus fort parce que c'est comme une permission de m'effondrer. Nous passons le reste de la séance à pleurer et elle pose des questions douces sur mon sommeil, mon alimentation et si j'ai le soutien de mes amis et de ma famille. Quand l'heure est terminée, elle me fixe un rendez-vous 2 fois par semaine. Elle dit « Nous allons traverser cela ensemble au rythme dont vous avez besoin ». Lors de la séance suivante, Kalina me demande à quoi je veux que ma vie ressemble dans 6 mois et je réalise que je n'en ai aucune idée. Je reste assise à la regarder, essayant de trouver une réponse, mais mon esprit est complètement vide. Elle demande dans quel genre d'appartement je veux vivre et je ne sais pas. Elle demande ce que j'aime faire le week-end et je ne m'en souviens pas. Pendant 3 ans, j'ai construit ma vie autour de l'emploi du temps et des préférences de Damien et maintenant je ne me souviens même plus de ce que j'aimais avant de le rencontrer. Kalina écrit quelque chose dans son carnet et me dit que c'est en fait très courant dans les relations où les besoins d'une personne dominent tout. Elle dit, une partie de notre travail ensemble sera de vous aider à redécouvrir qui vous êtes, séparée d'être l'épouse de Damien. L'idée semble bonne, mais aussi terrifiante, parce que et si je n'aime pas qui je suis sans lui? Et si être la temporaire était la chose la plus intéressante à mon sujet? La mère de Damien m'appelle 2 jours plus tard et demande si nous pouvons nous retrouver pour un café. Je dis presque non, mais une partie de moi a besoin de savoir si elle était au courant des plans de Damien. Nous convenons de nous rencontrer dans un café neutre à mi-chemin entre sa maison et l'endroit où je loge chez Salomé. J'arrive la première et je commande un thé que je ne veux pas vraiment, juste pour avoir quelque chose à tenir. Elle arrive 10 minutes en retard, l'air fatigué et plus âgée que dans mes souvenirs. Et dès qu'elle s'assoit, elle se met à pleurer.
Elle s'excuse à plusieurs reprises, disant qu'elle aurait dû dire quelque chose plus tôt et qu'elle se sent terriblement mal pour ce qui s'est passé au dîner. Je lui demande ce qu'elle savait exactement et elle prend une profonde inspiration tremblante avant de répondre. Elle admet qu'elle savait que Damien était toujours amoureux de Noémie, mais elle pensait qu'il finirait par s'en remettre et apprendrait à m'aimer pleinement à la place. Elle dit qu'elle lui en a parlé plusieurs fois au cours des 3 dernières années, mais il a continué à insister sur le fait qu'il avait tout sous contrôle et que ses sentiments pour Noémie n'étaient que de la nostalgie. Elle l'a cru parce qu'elle voulait le croire, car l'alternative signifiait que son fils était capable d'utiliser quelqu'un pendant des années en attendant que quelqu'un d'autre revienne. Ses excuses semblent sincères, mais ça ne change rien car elle a quand même choisi de se taire et de me laisser vivre dans un faux mariage. Je lui demande si elle était au courant des appartements avec les balcons communicants et du compte d'épargne secret. Elle dit non et semble sincèrement horrifiée quand je lui parle des paiements du lieu de mariage. Elle continue en disant qu'elle l'a mieux élevé que ça et qu'elle ne comprend pas comment il a pu être si cruel. Je la regarde remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur son fils et j'ai presque pitié d'elle, sauf que je suis trop occupée à gérer mes propres illusions brisées. Elle demande s'il y a quelque chose qu'elle peut faire pour aider et je lui dis la vérité, à savoir que j'ai besoin de prendre mes distances avec tout le monde lié à Damien. Maintenant, elle hoche la tête et tend la main sur la table pour serrer la mienne avant de partir. Et je reste là à finir mon thé, me demandant si quelqu'un dans la famille de Damien s'est vraiment soucié de moi ou si j'étais juste un rôle qu'ils avaient besoin de remplir temporairement. 2 semaines après le dîner d'anniversaire, je retrouve Justine Charpentier devant le premier appartement qu'elle veut me montrer. Salomé l'a recommandé et a dit qu'elle se spécialise dans l'aide aux personnes pour trouver des endroits qu'elles peuvent réellement se permettre avec des salaires normaux. L'immeuble est plus ancien que ce à quoi je suis habituée et le quartier n'est pas aussi huppé que là où Damien et moi vivions. Mais Justine est joyeuse et pragmatique pendant qu'elle me fait visiter les unités. La plupart sont plus petites, avec des cuisines démodées et des salles de bain qui ont vu des jours meilleurs. Elle continue de demander ce qui est le plus important pour moi et je continue de dire que je ne sais pas parce que je n'ai jamais eu à y penser avant. Damien a choisi notre appartement en fonction de la proximité de son bureau et pour impressionner ses collègues. Après avoir vu 5 endroits qui se confondent dans ma mémoire, je suis épuisée et prête à abandonner. Mais Justine dit qu'elle en a un de plus que je devrais voir. L'immeuble est encore plus ancien, avec des murs en briques et des planchers qui craquent, mais dès que j'entre dans le 2 pièces, je sens que quelque chose change. Le parquet est usé, mais il est beau et les fenêtres sont immenses, laissant entrer tellement de lumière naturelle. Tout l'espace semble paisible. La cuisine est minuscule et la salle de bain a de vieux carreaux, mais quelque chose dans l'appartement semble juste. Justine me montre que l'immeuble a une bonne sécurité et une buanderie au sous-sol et le loyer est exactement au sommet de ce que je peux me permettre seule avec mon salaire. Je reste dans le salon vide, regardant par les fenêtres la rue en bas et je réalise que cela pourrait vraiment être à moi. Pas à nous, pas à Damien, juste à moi. Je dis à Justine que je le veux et nous retournons à son agence pour signer le bail. Ma main tremble pendant que j'écris mon nom et que je paraphe chaque page, mais quand j'ai fini, je me sens à la fois effrayée et soulagée. Mon déménagement dans mon propre appartement se passe plus vite que prévu. Et Salomé m'aide à acheter des meubles dans des magasins discount et des brocantes parce que j'ai laissé presque tout chez Damien et recommencé à 0 coûte plus cher que ce que j'avais prévu. Nous passons un samedi à assembler un cadre de lit, une petite table à manger et à suspendre des rideaux bon marché que j'ai choisis moi-même. Salomé continue de me demander ce que j'aime et je dois m'arrêter et y réfléchir parce que je ne me souviens sincèrement plus de mes propres préférences. Est-ce que j'aime plus le bleu ou le vert? Est-ce que je veux un style moderne ou traditionnel? Est-ce que je préfère l'éclairage de plafond ou les lampes? Chaque petite décision semble énorme parce que c'est la première fois depuis des années que je choisis en fonction de ce que je veux, moi seule. À la fin de la journée, mon nouvel appartement ressemble à une maison juste pour moi et je m'assois sur mon nouveau canapé en me sentant étrange à propos de tout ça. 3 jours après mon déménagement, Damien se présente au loft de Salomé en me cherchant. Je ne suis pas là, mais Dorian ouvre la porte et apparemment Damien exige de savoir où je vis maintenant. Dorian lui dit que je ne suis pas intéressée à parler et Damien essaie de le bousculer pour entrer dans l'appartement. Dorian est plus grand que Damien et met très calmement sa main sur la poitrine de Damien, suggérant que tenter de forcer l'entrée serait une grave erreur. Damien recule, mais commence à crier que je suis irrationnelle et que nous devons parler comme des adultes.
Dorian lui dit que le temps de la discussion est terminé depuis qu'il a passé 3 ans à mentir et à planifier d'abandonner sa femme. Damien continue de crier depuis le couloir sur le fait que je surréagis jusqu'à ce qu'un voisin menace d'appeler la police. Salomé m'envoie des textos sur tout cela pendant que ça se passe et je reste assise dans mon nouvel appartement, reconnaissante de ne pas avoir donné mon adresse à Damien. 3 semaines après le dîner d'anniversaire. Je fais mes courses au supermarché quand je rencontre Sylvain du bureau de Damien. Nous nous sommes rencontrés quelques fois lors d'événements d'entreprise, mais nous n'avons jamais vraiment discuté au-delà des politesses. Il me voit dans la section des fruits et légumes et son visage devient étrange, comme s'il essayait de décider s'il devait me saluer ou faire semblant de ne pas me remarquer. Je dis bonjour la première parce que nous ignorer mutuellement semble plus gênant et il s'approche de moi, l'air mal à l'aise. Nous parlons de rien pendant 1 minute avant qu'il ne mentionne que c'est bien que Noémie soit enfin de retour à Lyon et installée dans son nouvel appartement. Les mots sortent de manière désinvolte, comme s'il parlait de la météo et puis il voit mon visage et réalise que je ne savais pas qu'elle était déjà là. Il a l'air horrifié et commence à s'excuser, disant qu'il pensait que je savais et qu'il ne voulait pas être celui qui me l'annonçait. Je lui dis que tout va bien, même si ce n'est pas du tout le cas. Et il s'éloigne précipitamment, laissant son chariot au milieu de l'allée. Je reste là, tenant un sac de pommes, pensant que Noémie est ici maintenant, vivant dans l'appartement que Damien a préparé for elle, à 2 rues de son bureau, avec le balcon communiquant avec le sien, et ma poitrine se serre et je ne peux plus bien respirer. Je lâche mes sacs de course et je cherche mon téléphone avec des mains tremblantes. Le parking tourne autour de moi et je n'arrive pas à faire entrer assez d'air dans mes poumons. Tout semble trop serré et trop lumineux et je glisse contre la portière de ma voiture jusqu'à ce que je sois assise sur le bitume chaud. Mon téléphone sonne 3 fois avant que Salomé ne réponde et je peux à peine prononcer les mots pour lui dire ce qui s'est passé. Elle reste en ligne avec moi pendant 20 minutes, me guidant à travers des exercices de respiration et me rappelant que le fait que Noémie soit à Lyon ne change rien à ma valeur ou à ma décision de partir. Les choix de Damien n'ont rien à voir avec qui je suis en tant que personne. Je sais qu'elle a raison, mais savoir quelque chose et le ressentir sont des choses complètement différentes. Quand j'arrive enfin à me relever, mes jambes sont tremblantes. Je laisse les courses dans le chariot et je rentre directement à mon appartement. Le lendemain matin, je me présente pour ma consultation régulière avec Kalina et je passe les 10 premières minutes à pleurer dans son bureau. Elle me tend des mouchoirs et attend que je puisse parler avant de demander ce qui a déclenché la crise de panique. Je lui raconte ma rencontre avec le collègue de Damien et le fait de savoir que Noémie est déjà là, vivant dans l'appartement que Damien a préparé pour elle. Kalina dit que nous devons travailler à séparer mon identité de mon mariage, parce que maintenant je me définis encore à travers les actions et les choix de Damien. Elle me donne un devoir, faire 2 listes. Une liste de choses que j'aimais avant de rencontrer Damien et une liste de choses que je veux essayer maintenant. Je reste assise dans son bureau à regarder le papier blanc pendant près de 5 minutes avant de pouvoir écrire quoi que ce soit. J'aimais la photographie, mais j'ai arrêté quand Damien a dit que c'était un gaspillage d'argent. Je voulais prendre des cours de cuisine, mais Damien préférait manger au restaurant. J'aimais la randonnée, mais Damien trouvait ça ennuyeux. Chaque élément de ma liste est accompagné d'un souvenir de Damien le dénigrant ou me convainquant de ne pas le faire. Kalina me regarde lutter et dit que c'est exactement le problème. J'ai passé 3 ans à me modeler autour de quelqu'un qui prévoyait de me quitter depuis le début. Elle demande qui j'étais avant de devenir l'épouse de Damien et je réalise que je ne m'en souviens sincèrement pas. Cette fille semble être quelqu'un d'une autre vie. 2 jours plus tard, j'entre dans un centre social pour un groupe de soutien au divorce qui se réunit tous les jeudis soirs. La salle sent le vieux café et il y a environ 15 personnes assises en cercle sur des chaises pliantes. Une femme nommée Kezia dirige le groupe et m'accueille sans faire de cas de ma première visite. Tout le monde se présente par son prénom et depuis combien de temps ils sont divorcés ou séparés. Certaines personnes viennent depuis des mois et d'autres sont nouvelles comme moi. Une femme de l'autre côté du cercle parle de la façon dont son mari l'a quittée pour sa petite amie du lycée après 20 ans de mariage et 3 enfants. Elle l'a découvert parce que sa fille adolescente les a vus ensemble dans un restaurant. Entendre son histoire rend mes 3 ans avec Damien moins dévastateurs d'une certaine manière. Non pas parce que sa douleur est pire que la mienne, mais parce que cela me rappelle que je ne suis pas la seule personne à avoir construit une vie avec quelqu'un qui attendait secrètement quelqu'un d'autre. Après la réunion,
plusieurs personnes viennent me voir et m'accueillent dans le groupe. Kezia me donne son numéro de téléphone et me dit d'appeler si j'ai besoin de parler entre les réunions. En retournant à ma voiture, je me sens moins seule que ces dernières semaines. Ce soir-là, je consulte mon fil d'actualité Facebook quand je vois une demande de message de Loïc. Mon premier réflexe est de supprimer sans lire, mais la curiosité l'emporte. Il a écrit plusieurs paragraphes s'excusant pour ce qu'il a dit au dîner d'anniversaire. Il prétend qu'il était saoul et en colère contre Damien pour avoir menti à tout le monde et qu'il s'en est pris à moi de la pire manière possible. Il dit qu'il se sent terriblement mal depuis des semaines et qu'il sait qu'un message sur Facebook ne répare rien, mais il voulait que je sache qu'il était vraiment désolé. À la fin, il propose de témoigner lors du divorce si j'ai besoin de quelqu'un pour confirmer les intentions de Damien et l'existence de la planification secrète. Je regarde le message pendant un long moment avant de répondre. Je dis à Loïc que je n'ai pas besoin de son témoignage parce que j'ai suffisamment de preuves dans les propres dossiers de Damien, mais je le remercie d'avoir enfin été honnête avec moi. Je lui demande pourquoi il a décidé de faire exploser le secret de Damien à notre dîner d'anniversaire, au lieu de me le dire en privé. Il répond presque immédiatement, disant qu'il buvait et regardait Damien jouer au mari dévoué toute la soirée tout en envoyant des textos à Noémie sous la table et que quelque chose en lui a simplement craqué. Il admet que tout le groupe d'amis était au courant pour Noémie et qu'ils se sentaient tous mal de voir Damien me mener en bateau, mais personne ne savait comment aborder le sujet sans détruire ma vie. Je lui demande pourquoi aucun d'eux n'a rien dit plus tôt et il met 10 minutes à répondre. Quand il le fait, il dit simplement qu'il n'a pas de bonne réponse et qu'ils se sont tous convaincus que ce n'était pas leur place d'interférer dans le mariage de Damien. Il dit qu'il aurait souhaité maintenant que quelqu'un me l'ait dit plus tôt pour que je ne perde pas 3 ans. Je ne réponds pas après ça parce qu'il n'y a rien de plus à dire. 4 semaines après le dîner d'anniversaire, je prépare du café dans mon nouvel appartement quand on frappe à ma porte. Je regarde par le Judas et je vois Damien debout dans le couloir, l'air plus mal en point que jamais. Il ne s'est pas rasé depuis des jours. Sa chemise est froissée et il a des cernes sombres comme s'il n'avait pas dormi. Mon premier réflexe est de faire comme si je n'étais pas à la maison, mais il frappe à nouveau et m'appelle à travers la porte. Contre toute logique, je déverrouille la porte mais je la laisse entr'ouverte, la main sur la poignée. Il demande si nous pouvons parler et je dis que nous pouvons parler ici même, à la porte, où mes voisins peuvent tout entendre. Damien n'insiste pas pour entrer. Il regarde par-dessus mon épaule mes nouveaux meubles et les photos que j'ai accrochées au mur et quelque chose dans son visage change. Il commence à parler de Noémie et du fait que son retour à Lyon n'a pas été les retrouvailles qu'il avait imaginées. Il dit qu'elle a changé et qu'il a peut-être fait une erreur. Je sens tout mon corps se glacer et je demande s'il est ici parce qu'il veut que je revienne ou parce que Noémie ne voulait pas de lui. Il ouvre la bouche, la referme et l'ouvre à nouveau. Et cette hésitation me dit tout. Damien admet que Noémie a été distante et évasive au sujet de leur relation depuis qu'elle a emménagé dans l'appartement qu'il lui a trouvé. Elle aime l'endroit et est reconnaissante de son aide, mais elle sort avec d'autres personnes et le traite comme un ami serviable plutôt que comme son âme sœur. Il semble sincèrement confus, comme s'il ne pouvait pas comprendre pourquoi son plan parfait ne fonctionne pas comme il l'a imaginé pendant 4 ans. Il dit qu'il pensait qu'il reprendrait là où il s'était arrêté, mais elle continue de dire qu'elle a besoin de temps pour s'installer et s'adapter à son retour à Lyon. Je le regarde se débattre pour expliquer pourquoi la femme pour qui il a détruit son mariage ne veut pas vraiment de lui et je ne ressens rien, ni satisfaction, ni sympathie, juste un vide là où mes sentiments pour lui se trouvaient. Je dis à Damien que je ne suis pas son plan B et que je n'attendrai pas qu'il découvre si Noémie le veut ou non. Il essaie d'argumenter que notre mariage était réel et qu'il tenait à moi, même si je n'étais pas la bonne. Il essaie de me prendre la main, mais je me recule et je lui dis de partir. Il reste à ma porte pendant ce qui semble une éternité, me regardant simplement comme s'il s'attendait à ce que je change d'avis. Finalement, il se retourne et descend le couloir. Et je ferme la porte, je la verrouille et je m'appuie contre elle jusqu'à ce que j'entende les portes de l'ascenseur se fermer. Ce soir-là, je pleure plus fort que je ne l'ai fait depuis le dîner d'anniversaire, mais c'est différent cette fois. Je ne pleure pas parce que je veux que Damien revienne ou parce que ce que nous avions me manque. Je pleure pour les 3 ans que j'ai passés à aimer quelqu'un qui regardait toujours à travers moi vers quelqu'un d'autre. Je pleure pour la fille que j'étais, qui pensait qu'être une bonne épouse suffirait à le faire rester.
Je pleure parce que même si je sais que partir était le bon choix, ça fait toujours mal de réaliser que l'homme que j'ai épousé ne m'a jamais vraiment vu comme autre chose qu'un substitut. Salomé appelle pour prendre de mes nouvelles et je lui raconte que Damien est venu et ce qu'il a dit sur Noémie. Elle demande si je vais bien et je dis la vérité, c'est-à-dire que je ne sais pas encore, mais que j'irai bien un jour. Après avoir raccroché, je m'assois sur mon canapé dans le noir et je me permets de tout ressentir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'épuisement et la certitude silencieuse que j'ai fait le bon choix, même si cela m'a coûté tout ce que je pensais vouloir. Le bureau du médiateur avait des murs gris et des chaises inconfortables qui me faisaient mal au dos dès la première heure. Damien était assis en face de moi avec son avocate, une femme en tailleur chic qui n'arrêtait pas de réarranger des papiers et semblait irritée d'être là. Maître Delattre était assis à côté de moi, sa mallette ouverte et une expression calme qui ne changeait jamais. Peu importe ce que disait l'avocate de Damien. Elle a commencé par affirmer que je ne méritais presque rien parce que Damien gagnait la majorité des revenus pendant notre mariage et que je n'avais contribué qu'une petite partie à nos finances communes. Elle a dit que je devrais être reconnaissante de tout ce que Damien était prêt à offrir par bonté d'âme. Maître Delattre l'a laissé finir de parler, puis il a ouvert sa mallette et a sorti des relevés bancaires imprimés, montrant le compte secret de Damien avec les 40 000 € qu'il me cachait. Il a exposé les courriels entre Damien et Noémie sur l'achat de bagues et la recherche d'appartements. Il a montré les baux des 2 appartements avec les balcons communicants et les reçus des paiements du lieu de mariage que Damien effectuait depuis 4 ans. L'avocate de Damien a cessé de remuer ses papiers et a vraiment lu ce que Maître Delattre a mis devant elle. Toute son attitude a changé et elle a demandé une pause pour parler à Damien en privé. Ils ont quitté la pièce et mon avocat m'a servi de l'eau de la carafe sur la table et m'a dit que ça se passait mieux que ce qu'il espérait. Quand ils sont revenus, Damien semblait pâle et en colère, mais il n'a pas établi de contact visuel avec moi. Son avocate a suggéré que nous discutions d'un accord juste pour les 2 parties, ce qui était très différent de sa position antérieure, selon laquelle je ne méritais rien. Nous avons passé 3 heures de plus à passer en revue nos biens et nos dettes. J'ai gardé la moitié de nos économies communes, soit environ 15 000 €, ma voiture, qui était payée, et une part du plan d'épargne de Damien qui me donnerait une certaine sécurité. Ce n'était pas autant que ce que Maître Delattre avait dit que je pourrais obtenir si nous allions au tribunal, mais je ne voulais pas que ça traîne pendant des mois. Je voulais en finir avec Damien et continuer ma vie. Damien a dû signer plusieurs documents et il l'a fait sans me dire un mot. Je l'ai regardé apposer sa signature à plusieurs reprises et je n'ai absolument rien ressenti, ni tristesse, ni colère, ni soulagement, juste un vide là où mes sentiments pour lui se trouvaient. Mon appartement est devenu le mien d'une manière qui n'avait rien à voir avec le nom sur le bail. J'ai commencé à prendre mon petit déjeuner debout au comptoir de la cuisine au lieu de m'asseoir à une table correcte comme Damien insistait toujours. J'ai regardé des émissions de télé-réalité qu'il disait être des bêtises et des documentaires sur des crimes réels qui, selon lui donnaient des cauchemars. J'ai laissé ma tasse de café dans l'évier toute la nuit au lieu de la laver immédiatement. J'ai acheté des coussins de couleur qu'il aurait détestés et j'ai suspendu des rideaux qui n'allaient avec rien. De petits choix qui étaient entièrement les miens semblaient plus importants qu'ils ne le devraient. Je pouvais manger des céréales pour le dîner ou rester éveillé jusqu'à 2 heures du matin à lire ou laisser mes chaussures près de la porte d'entrée au lieu de dans le placard. Personne ne se souciait de mes habitudes ou ne me disait que je faisais les choses mal. La liberté était étrange et merveilleuse et parfois solitaire, mais elle était mienne. Kalina m'a demandé lors de notre séance suivante si je pensais pouvoir faire à nouveau confiance à quelqu'un pour être dans une relation. Je lui ai dit honnêtement que je ne pouvais pas imaginer laisser quelqu'un s'approcher autant maintenant. L'idée de partager mon espace et ma vie avec quelqu'un qui pourrait secrètement planifier de me quitter me serrait la poitrine. Elle a hoché la tête et a dit que c'était tout à fait normal et que je ne devais pas me précipiter. Elle a expliqué que la guérison ne se fait pas en ligne droite. Certains jours, je me sentirais forte et capable et d'autres jours, je me sentirais brisée et perdue, et les 2 réactions étaient acceptables. Elle a dit que je devais me donner la permission de ressentir tout ce qui se présentait sans me juger de ne pas m'en remettre assez vite. J'ai apprécié qu'elle n'essaie pas de me donner un calendrier ou de me dire que je me sentirais mieux bientôt. Elle a juste reconnu que c'était difficile et que ça prendrait le temps qu'il faudrait. 6 semaines après le dîner d'anniversaire, j'ai repris le travail à plein temps. Mes collègues m'ont accueilli sans faire de cas de mon absence.
Salomé m'apportait du café chaque matin dans ma tasse préférée et prenait de mes nouvelles avec des messages rapides tout au long de la journée sans être intrusive. Les gens demandaient comment j'allais, Bu n'insistait pas quand je donnais des réponses courtes. Avoir un endroit où aller chaque jour et des tâches sur lesquelles me concentrer a aidé plus que je ne l'aurais cru. Le travail m'a donné une structure et un but quand tout le reste dans ma vie semblait incertain. Je me suis plongée dans des projets et je me suis portée volontaire pour des tâches supplémentaires, parce que rester occupée m'empêchait de trop penser à Damien et Noémie et à ce qu'ils pouvaient faire maintenant qu'elle était de retour à Lyon. Je dînais avec ma sœur dans un restaurant du centre-ville quand j'ai vu Damien assis seul à une table près de la fenêtre. Il a semblé surpris quand il m'a remarqué et j'ai senti tout mon corps se tendre. Ma sœur l'a vu aussi et m'a serré la main sous la table. Il s'est levé comme pour venir vers nous, mais j'ai détourné le regard et je me suis concentrée sur mon menu. Quand le serveur est venu prendre notre commande, j'ai mentionné Damien à ma sœur comme mon ex-mari, ce qui était la première fois que je disais ces mots à voix haute. Il semblait étrange dans ma bouche, mais aussi juste. Il n'était plus mon mari, il était quelqu'un avec qui j'avais été mariée et c'était une chose complètement différente. Damien s'est rassis à sa table et n'a pas essayé de nous approcher à nouveau. Après être allé aux toilettes, ma sœur m'a dit que Damien avait essayé de venir à notre table, mais elle l'en a empêché. Elle a dit qu'elle lui avait parlé pour qu'il me laisse tranquille et me laisse profiter de mon dîner en paix. Elle a dit qu'il semblait vouloir dire quelque chose d'important, mais qu'il ne trouvait pas les bons mots. J'étais reconnaissante de ne pas avoir à gérer le discours qu'il préparait. Je ne voulais pas entendre ses excuses ou ses explications, je voulais juste dîner avec ma sœur et ne pas penser à lui du tout. 6 semaines après que tout se soit effondré, la mère de Damien a appelé et a demandé si nous pouvions dîner une dernière fois. J'ai failli dire non, mais quelque chose dans sa voix m'a fait accepter. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant tranquille de l'autre côté de la ville où nous ne risquions pas de croiser de connaissances. Elle semblait plus âgée que dans mes souvenirs et fatiguée d'une manière qui n'avait rien à voir avec le manque de sommeil. Elle m'a raconté que Damien et Noémie n'étaient pas ensemble. Noémie sortait en fait avec quelqu'un qu'elle avait rencontré dans son nouveau bureau et avait clairement fait savoir à Damien qu'elle n'était pas intéressée à raviver leur relation. Damien n'a apparemment pas bien pris la nouvelle et appelait constamment sa mère pour obtenir une sympathie qu'elle n'était pas disposée à lui donner. La mère de Damien a dit qu'elle lui avait parlé pour lui dire qu'il avait détruit un bon mariage en poursuivant un fantasme et qu'il devait maintenant vivre avec les conséquences. Elle a dit qu'elle aurait dû parler plus tôt et lui dire de chérir ce qu'il avait au lieu de désirer ce qu'il avait perdu. Elle s'est à nouveau excusée de ne pas m'avoir défendue au dîner d'anniversaire et de ne pas avoir attiré l'attention de Damien sur son comportement au cours des 3 dernières années. Elle a dit qu'elle espérait que je trouverais quelqu'un qui me chérirait et me traiterait comme je le méritais. Nous nous sommes étreintes en nous disant au revoir sur le parking et j'ai ressenti une forme de clôture avec au moins un membre de la famille de Damien. Elle n'était pas responsable des choix de Damien, mais sa reconnaissance qu'il avait eu tort signifiait quelque chose. Les papiers du divorce sont arrivés par la poste 8 semaines après le dîner d'anniversaire qui a détruit mon mariage. Je suis restée assise sur mon canapé, tenant l'enveloppe pendant un long moment avant de l'ouvrir. Le jugement officiel disait que je n'étais plus mariée à Damien. Je n'étais plus la Joséphine qui était mariée à Damien. J'étais juste Joséphine et je devais découvrir qui elle était. J'ai choisi un jeudi soir pour le dîner parce que c'est ce que nous avions fait il y a 3 ans. Même restaurant, table différente, signification complètement différente. Salomé est arrivée la première et a gardé une place près des fenêtres où nous pouvions voir la rue. Dorian est arrivé juste derrière elle, portant une bouteille de champagne qu'il avait choisie lui-même. Ma sœur est arrivée la dernière, en courant du travail, portant encore sa tenue de bureau car elle avait été en réunion tout l'après-midi. Le maître d'hôtel nous a conduits à notre table et j'ai remarqué que nous étions assis à 3 tables de l'endroit où le dîner d'anniversaire avait eu lieu. Je pouvais voir l'endroit exact où Loïc avait porté son toast et où Damien avait continué à couper son entrecôte comme si de rien n'était. Salomé m'a vu regarder et a tendu la main pour serrer la mienne. Dorian a versé le champagne et je leur ai dit que c'était mon anti-anniversaire, ma célébration de ma liberté. Nous avons levé nos verres et ma sœur a dit, un toast à Joséphine, qui n'est ni temporaire, ni secondaire, ni le plan B de personne. Le champagne avait un meilleur goût que n'importe quel vin que j'aurais commandé pour Damien. Nous avons commandé la nourriture que nous voulions vraiment au lieu de ce qui semblait impressionnant ou de ce que Damien préférait.
J'ai commandé les pâtes que j'ai toujours aimées mais que je ne commandais jamais parce que Damien disait que ça faisait trop de désordre. Ma sœur a commandé l'entrecôte, mais l'a coupée en petits morceaux et l'a vraiment appréciée au lieu de l'utiliser comme accessoire. Salomé a commandé 3 entrées parce qu'elle voulait tout goûter et Dorian ne s'est pas plaint du coup. Nous avons parlé de choses normales comme la promotion de Salomé au travail, le nouvel appartement de ma sœur et le terrible jeu de golf de Dorian. Personne n'a mentionné Damien à moins que je n'aborde le sujet et même alors, ils ont juste écouté sans essayer de réparer quoi que ce soit. Le serveur a apporté notre nourriture et j'ai réalisé que j'avais vraiment faim, pas seulement que je poussais de la nourriture dans mon assiette par politesse. Nous sommes restés 2 heures à parler et à rire et je me suis sentie plus moi-même que depuis des mois. Le cabinet de Kalina avait de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière de l'après-midi et des plantes sur toutes les surfaces. Je la voyais depuis 8 semaines maintenant et les séances étaient devenues quelque chose que j'attendais avec impatience. Au lieu de les redouter, elle m'a demandé de quoi je voulais parler aujourd'hui et je lui ai dit que je pensais à la suite. Le divorce était définitif. J'avais mon propre appartement. J'avais séparé toutes mes finances de Damien, mais je ne savais pas quoi faire de toute cette liberté que j'avais soudainement. Kalina s'est penchée en arrière dans son fauteuil et a demandé ce que je voulais dire par là. J'ai expliqué que pendant 3 ans, j'avais pris des décisions en fonction de ce qui convenait à la vie de Damien, à son emploi du temps, à ses préférences. J'ai arrêté de prendre des cours parce qu'il disait que c'était cher. J'ai arrêté de voir certains amis parce qu'ils ne les aimaient pas. J'ai arrêté d'avoir des passe-temps parce que ça prenait du temps que je ne passais pas à être disponible pour lui. Maintenant, je pouvais faire tout ce que je voulais, mais j'avais oublié ce que je voulais vraiment faire. Kalina a demandé s'il y avait quelque chose qui m'intéressait ou me passionnait avant de rencontrer Damien. J'y ai réfléchi et je me suis souvenu que j'aimais prendre des photos, juste des clichés aléatoires de choses que je trouvais intéressantes. Damien disait toujours qu'acheter un bon appareil photo était un gaspillage d'argent alors que les téléphones prenaient des photos décentes. Mais je voulais suivre un vrai cours de photographie et apprendre à vraiment utiliser du matériel professionnel. Kalina a demandé ce qui m'en empêchait maintenant et j'ai ouvert la bouche pour énumérer des raisons, mais je me suis arrêtée. Rien ne m'en empêchait. J'avais mon propre argent que je pouvais dépenser comme je le voulais. J'avais mon propre temps qui n'était pas programmé autour des besoins de quelqu'un d'autre. Je pouvais suivre un cours de photographie ou n'importe quel autre cours et personne ne pouvait me dire que c'était stupide ou un gaspillage. Kalina a souri et a dit, c'est exactement ça. J'étais libre de prendre des décisions basées sur ce que je voulais au lieu de ce qui correspondait au plan de quelqu'un d'autre pour ma vie. La Maison de la Culture locale proposait un cours de photographie pour adultes qui avait lieu les mardis et jeudis soirs. Je me suis inscrite en ligne et j'ai payé les frais sans demander la permission à personne ni justifier la dépense. Le premier cours avait lieu dans un bâtiment où je n'étais jamais allée auparavant, une installation plus récente avec de grands studios et des salles d'équipement. Je suis arrivée 15 minutes en avance parce que j'étais nerveuse et que je ne voulais pas arriver en retard. L'instructrice était une femme dans la cinquantaine qui s'est présentée et nous a dit de prendre n'importe quelle place. J'en ai choisi une près du milieu, où je ne serais pas trop visible mais où je pourrais quand même voir le tableau. D'autres étudiants sont entrés et j'ai remarqué que la plupart étaient plus âgés que moi. Des gens qui suivaient des cours pour le plaisir ou pour un changement de carrière. Personne ne me connaissait, ne savait rien sur Damien ou ne savait rien d'autre que le fait que j'étais là pour apprendre la photographie. L'instructrice a commencé par nous demander pourquoi nous nous étions inscrits et les gens ont donné des réponses différentes. Certains voulaient prendre de meilleures photos de famille, d'autres étaient intéressés par le lancement d'une entreprise de photographie. Quand mon tour est venu, j'ai dit que j'avais toujours été curieuse à ce sujet et que j'avais enfin le temps de suivre le cours. C'était assez vrai sans être toute la vérité sur le fait que je reconstruisais ma vie à partir de rien. Nous avons passé le premier cours à apprendre les bases de l'appareil photo et les différents types de photographie. L'instructrice nous a montré des exemples de portraits, de photos de paysages et de photographies de rue. Elle nous a donné pour devoir de prendre 20 photos de choses qui nous intéressaient et de les apporter pour le cours suivant. Nous pouvions utiliser n'importe quel appareil que nous avions, y compris nos téléphones. Je suis partie en me sentant encouragée par le devoir, pensant déjà à ce que je voulais photographier. Assise au comptoir de ma cuisine, 3 mois après le dîner d'anniversaire qui a détruit mon mariage.
Mon café refroidissait pendant que je regardais les photos sur mon ordinateur portable de mon dernier devoir de classe. Elles n'étaient pas parfaites, certaines étaient mal composées et l'éclairage laissait souvent à désirer, mais elles étaient à moi. Je les avais prises parce que je le voulais, non pas parce que quelqu'un m'avait dit de le faire ou parce qu'elles correspondaient à la vision de quelqu'un d'autre. Il y avait une photo du lever du soleil depuis la fenêtre de mon appartement, une de Salomé riant de quelque chose que Dorian avait dit. Plusieurs d'objets aléatoires que j'avais trouvés intéressants, comme une chaîne de vélo rouillée ou des gouttes de pluie sur une feuille. L'instructrice a dit que j'avais un bon œil pour trouver la beauté dans les choses ordinaires. J'ai pensé à Loïc m'appelant la temporaire devant 12 personnes. Ça avait été le pire moment de ma vie, mais peut-être aussi la meilleure chose qui aurait pu arriver. S'il n'avait pas dit ça, j'aurais pu rester mariée à Damien pendant des années, me demandant toujours pourquoi je sentais qu'il manquait quelque chose, ne sachant jamais que je n'étais qu'un substitut jusqu'à ce que quelqu'un de mieux arrive. Maintenant, je construisais une vie où je n'étais ni temporaire ni secondaire. Je n'attendais pas que quelqu'un décide que j'étais assez bien ou que je me compare à celle qui était venue avant moi. J'étais simplement Joséphine, et c'était suffisant. Commentaire: je crois sincèrement que les épreuves les plus difficiles sont celles qui nous forgent le plus. C'est dans ces moments que l'on apprend à se choisir soi-même en premier. Poser des limites claires n'est pas un acte de méchanceté, mais une preuve de respect envers soi. La véritable amitié et le soutien de la famille se manifestent souvent quand tout le reste s'effondre. C'est un rappel qu'il faut toujours chérir les personnes qui vous traitent avec une gentillesse inconditionnelle. Le chemin de la guérison n'est jamais une ligne droite, alors accordez-vous de la patience et de la bienveillance. Chaque petite décision prise pour vous, comme reprendre un ancien loisir, est une grande victoire. Parfois, la plus grande force réside dans le fait de choisir la paix plutôt que le conflit. N'oubliez jamais que votre valeur ne dépend pas du rôle que les autres vous assignent. Vous êtes la seule personne qui définit qui vous êtes réellement. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.